Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. 1 heure entre nous ce soir pour échanger sur une thématique intéressante, vu le nombre de personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Euh, la SASU est-elle vraiment, vraiment, vraiment ou pas plus intéressante que le portage salarial? On va explorer tout cela avec Fabien Salicis, qui est à l'écran. Fabien, attends, est-ce que je peux euh, te mettre en évidence, voilà, Bonjour à tous. comme c'est le cas là. Et puis, notre ami Olivier Liberia. Alors, je rappelle ou j'indique que Fabien Salicis est CEO de OpenWork. Il a créé OpenWork il y a une douzaine d'années avec Jean-Hugues Zenoni et un certain Jean-Pierre Cointe. Voilà, tous les trois, il y a 12 ans déjà. Et puis, notre ami Olivier, que je vais mettre en évidence également. Olivier Liberia, DRH de transition depuis 10-12 ans également, 14 missions à son actif, un vieux de la vieille, voilà, quelqu'un qui compte dans ce milieu et dans le milieu notamment des DRH de transition. Il a créé une petite structure, un petit groupement avec des amis managers de transition qui s'appelle DRH de transition, que je vous invite à aller voir d'ailleurs sur LinkedIn, et qui eh bien, réunit toutes les problématiques et les sujets qui concernent les DRH de transition. Bienvenue, mon cher Olivier, bienvenue, Fabien. Alors, je vais commencer peut-être par vous montrer à l'écran, voilà, quel va être notre menu du jour. Vous avez vu ce visuel sur LinkedIn probablement. Voilà l'ordre du jour. Je vous présenterai en 3 minutes le cercle pour ceux qui ne le connaissent pas. On passera au plat de résistance avec Fabien et Olivier sur le sujet annoncé. On partagera les questions-réponses un peu après, je pense, vu le nombre de personnes qui ne manqueront pas de poser des questions pertinentes dans le chat. On fera un petit sondage de satisfaction pour terminer et on conclura. Allez, simplement, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le cercle, vous avez bien le visuel à l'écran, c'est ça? Oui. Tout OK, à fait. ça marche. Une présentation du cercle rapidement. Ce sont 50 services, vous le voyez à l'écran, hein, c'est l'espace de travail des abonnés au cercle. 50 services pour nous faciliter la vie de managers de transition. On fait tous la même chose dans notre coin. On perd un temps considérable. L'idée, c'est de gagner du temps et de centraliser ici l'ensemble des informations et des contacts concernant le management de transition. 3 services et pas 50 que je vais vous montrer là un peu plus en détail. L'annuaire des entreprises de management de transition, il y en a 111 avec toutes les informations les concernant. L'annuaire des consultants qui travaillent dans ces 111 cabinets, et il y en a 387. Et vous pouvez les joindre directement. Et puis, troisième service, le plus prisé au cercle, ce sont les offres de mission qui sont publiées par les cabinets ou les entreprises de management de transition, publiées sur Internet ou qui me sont transmises de plus en plus désormais par les cabinets, alors que ces cabinets ne publient pas. 3500 missions publiées en 2 ans et demi. Voilà, pas mal en trouver des missions grâce au cercle. Je n'ai malheureusement pas toujours l'information, mais n'hésitez pas à me le faire remonter quand c'est le cas. Voilà, allez, rapidement sur le cercle et ses services. On va passer la parole assez vite là à Fabien qui va introduire ce sujet intéressant, voire même passionnant sur certains sujets, vous le verrez. Avant ça, je voudrais faire un petit sondage pour que nos invités sachent qui sont euh, les personnes qui sont derrière l'écran. Alors, vous avez à l'écran une question.
Pour réaliser vos missions, utilisez-vous une SASU, le partage salarial, les deux en alternance, un autre support juridique, hein, certains en font en CDD et d'autres, ou cela ne vous concerne pas encore parce que vous n'êtes pas encore manager de transition, parce que ce n'est pas votre sujet du jour. Voilà, dites-nous quel est le cas qui vous concerne. On va afficher les résultats dans quelques instants. Vous êtes déjà allez, 75, 78 à avoir répondu. On va clore ça dans quelques secondes. Allez, on va arriver à 85. Encore deux, s'il vous plaît. Il en reste un, deux. Allez, c'est pas grave, on est à 83. On met fin au sondage. Les voilà, voilà les résultats à l'écran. 24%, vous les voyez, je pense, messieurs, 24% utilisent une SASU, 33%, un peu plus, le partage salarial. Les deux en alternance, eh bien, il y a 5 personnes sur les 84 qui le font. Olivier nous expliquera qu'il le fait aussi et pourquoi. Un autre support juridique pour certains, et puis une bonne partie, 30%, ne sont pas encore concernés par ce choix à faire et viennent certainement prendre des informations. Vous avez bien raison. Voilà, écoutez, un petit panorama intéressant, je pense, pour laisser la parole eh bien, à Fabien immédiatement pour qu'il nous dise pourquoi ou en quoi la SASU est mieux que le portage salarial ou le portage salarial est mieux que la SASU. Je te laisse, Fabien, euh, comment dire, la parole pour nous éclaircir sur ce sujet. Eh bien, un grand merci. Et tout d'abord, merci beaucoup pour la seule statistique qui doit exister sur ce sujet, puisque je n'en avais jamais eu de D'accord. statistique sur savoir si les gens préféraient plutôt, dans le management de transition, la SASU ou le portage salarial. C'est la première statistique officielle dont je dispose. Et donc, c'est un tiers en portage salarial, Ouais. un quart en SASU. 5% en alternance, et c'est exceptionnel. C'est un grand merci Ben, je à t'en tous prie, je d'avoir t'en prie. participé. Je vais vous partager, je vous ai préparé une petite présentation. Dans ce genre de présentation, on se demande toujours si on met que des images et on raconte des histoires autour ou si on met un peu de texte pour que les gens puissent s'en souvenir quand on raconte. J'ai privilégié le texte pour que vous puissiez vous en souvenir lorsque vous relirez la présentation. En revanche, cela n'empêche pas du tout l'interactivité. Et également pour pour ce webinaire, j'ai fait appel à Olivier. Olivier qui nous connaît depuis très, 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 très longtemps maintenant, quasiment autant que la société, et qui a fait beaucoup de portage salarial, qui a créé sa SASU et dans quel contexte. Et donc, je trouvais que dans le débat contradictoire, thèse, antithèse, synthèse, ça pouvait être intéressant. Voilà. Donc, Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté l'accompagnement sur ce sujet. Donc, lançons tout de suite la présentation et vous me dites, normalement, lorsque l'écran est partagé, vous devriez le voir apparaître sur vos écrans. Absolument. C'est tout bon? C'est tout bon. Nickel. Donc évidemment, le titre volontairement subversif, la SASU est-elle vraiment plus intéressante que le portage salarial, est pas né de nulle part. C'est qu'avec la réforme de la loi Macron, sur l'assurance chômage qui en fait était dégressive au bout de 6 mois. Beaucoup plus de questions sont apparues récemment auprès des consultants qui nous ont consultés. Donc, plutôt que de dire SASU versus portage salarial, on s'est dit, tiens, c'est amusant, la SASU semble avoir le vent en poupe, car l'assurance chômage, qui fait partie d'une des protections qu'offre le portage salarial, a été remise en cause. Elle a été remise en cause de manière assez forte par le gouvernement, puisque mettre une dégressivité de 30% sur les hautes indemnisations, qui concernent à peu près 100% d'entre vous qui êtes à Pôle emploi, pour ceux qui le sont, c'est plus que significatif et ça a fait en tout cas suffisamment se poser de questions pour que ces questions ruissellent pour nous. Donc, autant y répondre à travers un webinaire. Alors, tout d'abord, on est ravis effectivement de vous accueillir. Olivier Liberia a été et est toujours consultant Open Work, mais en même temps a créé sa SASU. Donc lui, il fait partie des 5% qui a les deux.
et il l'a fait pour un contexte particulier qu'il échangera avec nous. Et François nous accueille dans le cadre du cercle. Alors, lorsqu'on a publié ça avec François et Olivier, une des réponses qui m'a beaucoup fait rire d'un membre du cercle, ça a été bien sûr de dire la réponse sera forcément normande, puisque ça veut dire qu'on ne sait pas, ou alors ça dépend du contexte. Ben, en fait, c'est tout à fait ça. Mais du coup, si on veut avoir une approche un petit peu ingénieure avec celle-ci, il convenait en fait de savoir exactement ce que regroupe se lancer en tant qu'indépendant, que ce soit en SASU ou en portage salarial, et finalement, c'est quoi le besoin fondamental de protection pour un freelance, qu'il soit en SASU ou en portage salarial, versus bien sûr le taux de restitution, c'est-à-dire quelle est la captation de valeur ajoutée dont il bénéficie à la fin de la mission, et le temps à y consacrer, parce que le temps, bah, c'est le temps et ce qui va avec. Souvent, l'adage dit le temps, c'est de l'argent. Donc, à voir également quel élément on sacralise le plus. Donc, en fait, l'équation va se résumer clairement sur le temps de gestion versus le taux de restitution versus les protections à mettre en place pour chacun des systèmes. Si on répond à ces trois éléments, on a réellement couvert ce que ça veut dire de lancer son activité en freelance, que ce soit en portage salarial ou en SASU. Alors, pourquoi on aborde ça, ce sujet aujourd'hui quand on se pose la fameuse question du why chez OpenWork, celle qu'on suit depuis 13 ans, celle qu'on a poursuivie parce qu'on était nous-mêmes consultants indépendants à l'époque, que le portage a été légalisé en 2015, que la société a été créée en 2010. Donc, nous-mêmes, on se lançait en freelance à l'époque et on a décidé de créer OpenWork pour porter notre mission. Parce que l'expert comptable nous avait expliqué toutes les complexités que revêtait la SASU. Donc, le but chez OpenWork, c'est de protéger commercialement, socialement et administrativement, financièrement les freelances partout dans le monde. C'est notre mission. Notre but, bien sûr, c'est de le faire en étant sur une exhaustivité du service que peut recouvrir les besoins d'un indépendant, sur une minimisation du temps consacré à la gestion de son activité et sur la maximisation des taux de protection et du taux de restitution. Donc, forcément, on veut le faire avec un max d'efficacité, mais bien sûr, il y a un seuil au-dessous duquel on ne peut pas descendre. Typiquement, lorsqu'on a un consultant qui vient nous voir et qui nous demande voilà, je suis en mission sur Paris, est-ce que vous pouvez me protéger avec le statut de frontalier suisse? Évidemment, on lui répond non, pour des raisons évidentes, et de protection administrative et financière, et de protection sociale, et peut-être de litige potentiel sur l'administration. Voilà. Alors, la SASU, quelle est la mission de la SASU? Si on cherchait un petit peu le why de la SASU, le pourquoi on créerait une SASU, finalement, le why de la SASU, c'est donner un véhicule de facturation et de récupération de l'argent à son propriétaire qui peut alors en disposer à peu près comme il en souhaite. Bien sûr, dans un cadre légal français, mais il est clair que la SASU apporte la flexibilité. Si on doit la comparer au portage, où je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé notre service, où effectivement, ça peut nous arriver de dire « Ah non, non, le forfait repas URSSAF, ce n'est pas 10,20 € mais 9,80 € et donc on te rembourse que 9,80 €. C'est sûr qu'au départ, ça fait bizarre par rapport à la flexibilité qu'elle peut apporter la SASU. On va voir évidemment ce que revêtait le fait de restreindre le forfait URSSAF. Notre communauté, c'est à peu près 3000 utilisateurs de notre service depuis 12 ans. À l'instant T, en 2022, ça va être plus de 1200 utilisateurs différents sur l'année et plus de 700 consultants par mois qui vont demander un bulletin de paye ou un autre élément de notre service chez OpenWork, que ce soit en France ou en Belgique. On est présent du coup dans 2 pays, en France et en Belgique. Et on va reprendre donc la vraie question, c'est la réponse est-elle vraiment normande? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une équation temps, taux de restitution et protection. Olivier, durant tes temps en portage salarial, qu'as-tu pensé de cette équation temps, taux de restitution et protection si tu devais la résumer en 30 secondes d'expérience de portage salarial? Bonjour à tous. J'ai reconnu plusieurs noms dans l'assistance, là, donc je les salue aussi au passage. Donc moi, ça fait 10 ans que je fais du management de transition et ça fait 10 ans que j'ai été porté principalement par OpenWork, mais pas que. J'ai eu l'occasion de tester
d'autres sociétés de portage qui étaient plus ou moins imposées par les intermédiaires qui, de temps en temps, imposent leur société de portage. Et très récemment, j'ai créé donc ma SASU. Alors, je suis dans un contexte peut-être un petit peu particulier, c'est que je vais être bientôt en retraite, c'est-à-dire bientôt, c'est dans les 2 ans qui viennent à peu près. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de créer la SASU. Et je l'ai créé à la fois parce que j'entendais dire qu'il pouvait y avoir un intérêt, on va dire, d'optimisation du retour sur investissement, enfin, on veut dire, ou du taux de restitution, comme on peut dire. C'est-à-dire, sur une facture de 1 000 euros, combien est-ce que je récupère? À peu près 450 euros en portage salarial, c'est à peu près l'ordre de grandeur, ça dépend du niveau de prélèvement à la source. Et en SASU, effectivement, on peut sans doute un peu améliorer ce taux de restitution, notamment parce qu'on peut, le cas échéant, ne pas se verser de salaire, mais se verser des dividendes en fin d'exercice fiscal. Donc, mais avec les contraintes qu'on connaît, qui ont été déjà évoquées, c'est est-ce qu'on cotise à la retraite? Non. Est-ce qu'on cotise au chômage? Non. Bah, par définition, s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cotisation. Et donc, qui dit pas de cotisation, ne dit pas de prestation. Mon expérience personnelle avec OpenWork, c'est que je valide complètement le marketing d'OpenWork qui dit en 15 minutes, on peut être identifié et on va dire, on peut pratiquement démarrer une mission 24 heures, on va dire 24 heures après avoir fait le premier contact avec la société. Et ça, c'est vrai qu'en SASU, moi, il m'a fallu à peu près 1 mois entre le moment où j'ai pris le contact avec le cabinet comptable et le moment où la société a été immatriculée et que donc j'étais en capacité de facturer. Il s'est à peu près passé 1 mois. Donc, le portage salarial, du point de vue de la rapidité, c'est imbattable. On peut démarrer une mission en portage salarial en primo-accédant, c'est-à-dire quand on démarre dans le métier de manager de transition ou de consultant ou de freelance, on peut démarrer grosso modo le lendemain du premier contact avec la société de portage salarial, ce qui n'est pas vrai quand on crée sa SASU, puisqu'il faut quand même un temps un temps administratif de création d'entreprise. Donc le portage, moi, j'ai été pendant 10 ans très content, et en particulier d'OpenWork. Je suis là aussi pour faire la promo de Fabien, de Jean-Hugues et de toutes les équipes OpenWork Portage Salarial parce qu'ils sont ultra réactifs, ils sont super sympas et en plus, ils organisent tout un tas d'activités, on va dire, qui ne se contentent pas du portage salarial strict, c'est-à-dire uniquement faire un contrat commercial d'un côté, faire un contrat de travail de l'autre et un bulletin de paye. Il y a aussi la vie de la communauté. Et c'est vrai que quand on est indépendant et en particulier manager de transition, ben on a besoin de se raccrocher à des communautés. Alors maintenant, avec François, on a le cercle du management de transition. C'est une super avancée. Ça n'existait pas il y a 10 ans, ça n'existait même pas il y a 2 ans ou 3 ans maintenant. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce métier, mais c'est aussi la contrainte, on va dire, c'est de se créer des communautés. Et OpenWork, c'est une super communauté. Ils organisent des pots, ils organisent des formations, ils organisent on va dire du marketing individuel. Et donc, moi, je dis bravo à OpenWork. Et en plus, maintenant, ils ont un CSE. Et ça, c'était le côté rigolo. On en parlera peut-être si on a 1 minute. Bon, voilà, j'ai fait le pitch un peu plus que 30 secondes, Fabien. Nickel. C'est nickel, parce qu'en fait, tu as résumé effectivement au moins 2 des 3 éléments qui sont fondamentaux, c'est le temps et le taux de restitution. Alors, le temps, et bien sûr, le temps est ce qui va avec. Mais vraiment, si on se pose la question du temps, c'est vraiment le temps de création de sa structure, le temps de la gestion quotidienne et bien sûr la simplicité de compréhension qu'on va avoir parce que c'est le temps mental qu'on peut y mettre. Et effectivement, lorsqu'on est dans une mission, quel temps mental on peut disposer et dont on dispose pour réussir à comprendre un petit peu le système dans lequel on se trouve, que ce soit le portage ou la SASU. Bien sûr, la gestion des cas particuliers, parce que tu peux avoir le mainstream classique, et puis tu veux avoir des cas particuliers. Je pense par exemple au déclenchement d'une prévoyance, décès invalidité, ou un cancer qui se déclare, comment ça se déclare, évidemment, c'est du temps particulier à consacrer. Et enfin, on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi la fermeture de la structure. Parce que nombre de SASU parfois restent ouvertes pendant 1-2 ans, les factures s'accumulent, et en fait, c'est peut-être pas aussi facile que ça à fermer. Ensuite, il y a le débat du taux de restitution. Basiquement, c'est combien d'argent me reste-t-il à la fin du mois et à la fin de l'année. Il y a également une composante de gestion des flux entrants et sortants, donc vraiment la gestion de la trésorerie. Et enfin, quels sont bien sûr les leviers dont je dispose et la flexibilité pour optimiser ça.
Et enfin, le dernier élément, ça va être de gérer ses protections. Quel est le niveau de protection? Combien y en a-t-il à gérer? On a fait le compte dans le portage salarial et vous serez peut-être surpris du nombre de protections, en fait, de sous-protections qu'il y a à gérer quand on gère le portage. En tout cas, le portage salarial est loin d'être un simple bulletin et une simple facture à faire. Quels sont également l'accès à ces protections, y compris en termes de paiement, et doit-on les financer soi-même? Quelle est la rapidité d'enclenchement de ces protections quand elles doivent se produire? Est-ce que, par exemple, quand on a une prévoyance à titre individuel en SASU, est-elle aussi facilement enclenchable que lorsqu'on a le même besoin en portage salarial? Et enfin, quel est le soutien sur l'activation de ces protections, sous-entendu qui peut m'aider à enclencher toutes ces protections? Alors, j'ai essayé de faire un code rouge-vert. Bien que le logo de la société soit orange, là, en l'occurrence, quand je mets orange, c'est qu'on a considéré que le système vert était plus en faveur que le système orange. Donc, on va commencer par le temps. Alors, le temps, les exemples les plus simples et les plus fun qu'on ait, c'est quelqu'un qui nous appelle le matin, lundi matin. Alors, il y a le vendredi soir à 17h. Bonjour, j'entame une mission lundi matin. À 9h, il faut que je sois chez le client. Donc, est-ce qu'on peut tout faire dans le week-end? Et comme j'ai eu ce week-end 2 fois. Et il y a évidemment le consultant qui est déjà chez le client et qui nous dit « J'ai besoin de pouvoir avoir un statut ». Voilà. Donc, c'est bien sûr toujours très fun, mais on va dire qu'en un formulaire, on est inscrit en portage salarial et le temps que l'ensemble des contrats signent, on dit 24 heures, mais en fait, en vrai, on a une procédure d'urgence en 2 heures parce que c'est du standard. Et comme nous l'a dit très bien Olivier, la SASU, c'est minimum 1 mois d'établissement. Alors après, rien n'empêche d'être chez le client, on va dire, avec une SASU qui est en cours de création, mais ça pose effectivement des questions sur le RIB, ça pose des questions sur les notions d'établissement et le fait que, entre-temps, le statut est plutôt flou. Bon, la gestion quotidienne, mensuelle, annuelle. Alors, en portage salarial, j'aime bien dire que c'est entre 5 et 15 minutes, mais suivant la digitalisation et la complexité et dépendant des sociétés, ça peut bien sûr aller jusqu'à l'heure quand, par exemple, on choisit de saisir tous ses frais d'un coup ou quand on a besoin de comprendre ou d'ajuster sa facture. On peut dire que vraiment la gestion mensuelle va être entre 5 minutes et 1 heure. C'est notre écart type. On peut saisir ses frais au fur et à mesure avec l'application mobile, on signe tout en électronique, mais parfois, si on choisit de faire tous ses frais d'un coup le vendredi après-midi ou le jeudi ou le samedi, ça peut prendre un peu plus de temps. Alors en SASU, ça démarre en général très léger et ce qu'on a pu noter, mais ça, seuls les gens qui sont en SASU de manière longue pourront nous le dire, ça peut atteindre parfois 10 à 20% du temps. Alors, la statistique m'a surpris et apparemment, ça a beaucoup attrait aux relances et au recouvrement auprès des clients. Oui, alors moi, je peux faire un commentaire aussi. Vas-y. Est-ce que tu as un comptable que tu payes de façon récurrente? Ce qui est mon cas. Moi, j'ai pris l'option où j'ai pris un abonnement avec un comptable et donc finalement, avec une application un peu similaire à celle qui existe chez OpenWork. Et donc finalement, les temps sont à peu près comparables à ceux d'OpenWork. Par contre, celui qui fait sa propre comptabilité tout le temps et qui s'embête, on va dire ça comme ça, à faire sa propre comptabilité pour économiser, je ne sais pas combien, quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros maximum par mois, eh bien, effectivement, lui, ça va prendre un petit peu plus de temps. Moi, là grosso modo, j'ai signé et on s'occupe de tout quasiment. Ok, même tout ce qui va concerner du coup la contractualisation, les rapports d'activité à faire signer aux clients, tout ce qui va Oui, alors concerner non, disons qu'il les y a relances. dans l'application, un peu comme pour OpenWork, j'ai un template et puis j'utilise les templates qui sont pour les devis, pour les factures et puis Ok. enfin voilà. Donc honnêtement, moi ça doit représenter, allez, par contre il y a la gestion des frais. À chaque fois que tu utilises la carte bleue de l'entreprise, évidemment il faut enregistrer la facture avec l'application, etc. Mais ça prend quelques minutes à chaque fois. Il faut le faire en temps réel, quoi, quasiment. Ouais, l'application note de frais, clairement, si vous avez un conseil de gestion pour la gestion quotidienne, c'est saisissez vos frais dès que vous les engagez, jetez le ticket. C'est vraiment le plus rapide. Notre application, on l'a monitoré, c'est à peu près 5 à 20 secondes, à 30 secondes par frais, on va dire. Mais par contre, mettez clairement, faites-le au fur et à mesure. N'attendez pas de le faire au fur et à mesure, enfin en un bloc, parce que autant le ressenti de douleur que la gestion même et le fait de retrouver ses justificatifs, c'est long.
Et enfin, la fermeture, en portage salarial, c'est instantané avec la fin du contrat de travail. Bien sûr, un contrat de travail peut se mettre fin du jour au lendemain en CDD et en un jour, on va dire, pour le CDI, à 6 semaines si on est en rupture conventionnelle. Alors, en SASU, les temps de fermeture peuvent osciller entre 3 à 6 mois, le temps que la comptabilité soit bouclée et que les documents finaux soient obtenus. Et après, j'ai essayé de me dire la simplicité de compréhension. Et alors là, j'ai eu beaucoup de mal à savoir si vraiment le portage salarial était ressenti comme plus simple de manière de compréhension. Et là, j'arrive pas à départager ni le portage salarial ni la SASU. Parce que d'un côté de portage salarial, il y a effectivement la compréhension. Alors déjà, quand on est anciennement salarié, on n'avait qu'un contrat de travail. Se dire qu'on a 2 contrats, c'est en fait pas si trivial que ça à expliquer. Souvent, nous, en explication consultant, ça nous prend 15 à 20 minutes. Et bien sûr, il y a comment on transforme la facturation et le compte d'activité en paye, les écritures de régularisation, les écritures de frais, la gestion des frais professionnels facturés et non refacturés avec leur décalage de paiement. Donc, bien sûr, tout ça est délégable à l'entreprise de portage salarial et ses capacités pédagogiques et de gestion. Mais de dire que c'est ultra simple à comprendre, c'est simple à montrer que le portage salarial nécessite quand même des explications, quelle que soit la situation. Et de la même manière, en SASU, la gestion des cotisations, de la comptabilité et de la partie fiscale, certes, c'est délégable à un expert comptable, j'ai mis délégable à l'entreprise de portage salarial, mais non, plutôt délégable à un cabinet d'expertise comptable et de ses capacités pédagogiques et de gestion, mais de la même manière que nous, quoi. C'est pas si trivial non plus. Le portage salarial, je le verrais comme assez simple à partir du moment où on a compris la gestion de son activité et le fait que quand on facture, on crédite un compte d'activité et quand on utilise ce compte d'activité, on se fait une paye. Mais par exemple, parfois expliquer le décalage des frais professionnels que nous, on enregistre à la volée, mais que finalement, le client va par exemple les payer le mois suivant et on n'a pas fait l'avance sur les frais, mais seulement sur la facture, parfois, ça crée des difficultés de compréhension. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que le portage, c'est si simple que ça. Et j'ai une autre métrique avec ça, c'est qu'on accueille souvent des étrangers. Enfin, en tout cas, ça fait partie de la communauté Open Work. On doit avoir peut-être une vingtaine ou une trentaine d'étrangers. Quand on leur explique le portage salarial, ils facturent leurs clients et qu'on transforme ça, ce n'est pas si évident que ça de comprendre cette mécanique des 2 contrats et du compte d'activité au milieu. Voilà, en toute objectivité. Et après, la gestion des cas particuliers. Alors, bien sûr, en portage salarial, ce qu'on pense être parfois un cas particulier en tant que consultant, en fait, ça peut être un cas tout à fait générique de la société de portage. Par contre, effectivement, ça peut nous arriver à nous, même après 13 ans d'existence et on va dire, on facture maintenant peut-être 60 millions par an. On a plus de 700 freelances qui utilisent quotidiennement nos services, mais ça nous arrive de découvrir des cas particuliers tous les jours. Mais bon, après, en général, on sait les gérer parce qu'un cas particulier couplé à un autre cas particulier, ça fait en général une procédure. Bon, en SASU, on marche en avançant. Je pense que le premier débat va concerner, par exemple, si le client ne paye pas la facture, qu'est-ce qui se passe? Nous, c'est procéduré, c'est standardisé, c'est des recouvrements, relance à l'amiable, médiation, envoi, par exemple, après une injonction de payer, puis après, ça peut être aller jusqu'au tribunal de commerce pour réclamer les sommes. C'est devenu une procédure. Bien sûr, la première fois que ça nous arrive en tant que SASU individuel, c'est une procédure à créer, quoi. Alors, le taux de restitution. Le taux de restitution, c'est de savoir exactement combien il va nous rester en net à la fin du mois. Alors, ce sont des chiffres qui sont basés sur le sondage auprès d'une quinzaine de personnes qui ont leur SASU. Et je leur ai posé bien sûr la question de savoir si se salariaient intégralement. D'ailleurs, je dis SASU, mais j'ai également posé la question en SARL. Et après, également, il y a l'option, bien sûr, des dividendes, comme l'a précisé Olivier. Alors là, clairement, le taux de restitution est en faveur de la SASU pour des raisons très simples que je vais énumérer. C'est que le taux de restitution va osciller entre 55 et 58% par rapport à une facturation de 100 avant impôt.
Et après la SASU, après impôt, ça dépend également de combien on a déclaré, de comment on a optimisé sa retraite complémentaire. Donc en plus, il y a toute une série d'options pour gérer sa trésorerie, pour gérer son cash en avance. On n'est pas toujours obligé de se verser tout en salaire. C'est même fortement déconseillé de tout se verser en salaire. En revanche, il faut se verser un minimum pour que la sécurité sociale et la retraite jouent, pour que l'assurance décès invalidité joue. Mais clairement, il y a des leviers d'optimisation beaucoup plus forts avec les dividendes et avec le placement en retraite complémentaire déductible. Donc là, bien sûr, je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable, mais le taux de restitution est clairement en faveur de la SASU. On va tenir compte en moyenne de 5 à 8%, parce qu'également dans les cotisations sur la fiche de paye, même en tant que dirigeant salarié, on n'est pas soumis à certaines cotisations aux effets de seuil. Donc, il y a celles qui sont attrées au portage salarial, la CVAE, la C3S, mais il va y avoir bien sûr d'autres cotisations comme la cotisation transport qui se déclenche que quand on a plus de 11 salariés. Donc, quand on est en mission sur Paris, le différentiel peut jouer. Quand on est en région, on est exonéré en portage salarial, mais qu'au bout du 4e mois. Il va y avoir la participation à l'effort construction, il va y avoir certaines cotisations liées à la formation. Donc, clairement, le taux de restitution est en faveur de la SASU. Et en portage salarial, le taux de restitution il va être environ de 50% avant impôt et hors PE PERCOL. Donc, nous, les leviers d'optimisation dont on va disposer, ça va être le lissage de la paye, parce qu'effectivement, certaines cotisations ne se déclenchent qu'après avoir passé certains seuils, comme 2,5 fois ou 3,5 fois le SMIC, mais également le fait de passer des frais professionnels documentés et le fait de mettre dans le PE PERCOL. Mais même en mettant ça bout à bout, on dépasse rarement 52 à 53% de taux de gestion. Si vous avez des sociétés de portage qui vous mettent 58 ou 60%, posez-leur la question de comment ils font. Bonsoir Fabien, Patrick Calbar, j'ai une question à poser par rapport à la SASU. Bonjour Patrick. Quand vous dites effectivement le taux de restitution de 55 à 58% avant impôt, vous entendez quoi dans l'imposition? Parce que c'est là la subtilité. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on paye la taxe sur la société, on paye différentes taxes, et à un moment donné, il y a une dividende qu'on se verse. Et la dividende, elle est imposable sur revenu. Et j'arrive pas à ce ratio. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous incluez dans impôt? C'est le taux effectivement qui va en fait être déclaré par rapport à sa paye propre. C'est-à-dire, en gros, si je me prends, moi, 8 000 sur le compte d'activité en portage salarial et si je prends 8 000 pour faire ma paye, donc le coût de l'entreprise est de 8 000 €, le coût du salaire de dirigeant est de 8 000 €, on va à peu près obtenir ce ratio de 58%. D'accord, donc on compare des payes sur une SASU versus le portage. On ne paye pas voilà, on compare une dividende. Ouais, exactement. Comme si on déduisait le compte d'activité, ouais. D'accord. En portage salarial et en SASU. Moi, je le sais parce que j'ai une paye de dirigeant et donc je cotise par exemple pas à Pôle emploi. Et cette économie représente 4,15 ou 4,20% ou 4,05, je ne sais plus le taux actuel, 4,05 je crois. Et alors en cotisation patronale, ce qui fait à peu près une différence de 2,001 en taux de restitution. Voilà. Donc, je compare vraiment le coût de la paye, quoi. Alors, j'ai une autre question, parce qu'effectivement, quand on a une SASU et qu'on bénéficie encore de la RE, on n'a pas besoin de se verser un salaire. Donc, du coup, on prend la dividende. Est-ce que vous avez la comparaison, effectivement, entre la dividende et le salaire du portage? Alors, non, j'ai comparé on va dire, autant que faire se peut, de chou à chou. Mais je dirais qu'avec, là, je vous dis, avec le PE frais pro, on peut pousser à 52, 53. Je pense que si vous prenez, parce que quand vous prenez la RE, en fait, vous avez une retraite dégradée. Vous cotisez plus au point ARCO, normalement, et au AGIRC. Vous cotisez plus du tout également au même montant de la sécurité sociale et de la retraite. Vous cotisez plus à la prévoyance. Vous cotisez plus. Enfin, vous êtes obligé de prendre une mutuelle à part et une prévoyance à part, en tout cas. Donc, c'est compliqué si vous prenez exclusivement en dividende. Et pour tout vous dire, je ne vous conseillerais pas de le faire. Merci. Voilà. Mais après, à court terme, c'est bien, mais à moyen terme, c'est un peu comme l'auto-entreprise. On se rend compte que quand on a eu les exonérations du début de l'auto-entreprise, on n'a pas forcément bien cotisé à ces trimestres. Donc, on s'est offert 2 ans de travail en plus.
Enfin, peut-être plus, hein, je ne sais pas, ou par Macron. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais Non, mais j'ai une question. Quand on est bénéficiaire de l'ARE, ouais. on a tout intérêt à faire une SASU et à tout prendre en dividende. Surtout si En- on a à 2-3 ans de la retraite. Alors voilà, est-ce que le débat est le même à 50 ans qu'à 60? Voilà. Je ne pense pas que ce soit le même débat parce que, non, vous amputez dans votre retraite, vous amputez dans votre calcul de la retraite, si vous faites ça. Et de Mais pas plus, si on a 2-3 ans de la non, pas retraite. si vous êtes à 2-3 ans de la retraite et que vos 25 meilleures années sont derrière vous. Non, mais même, parce que, excusez-moi, mais quand on est, parce que tout le monde parle des 25 meilleures années de la retraite, ça c'est une partie, c'est la retraite de base. Mais après, il y a la retraite complémentaire, et la Ouais. retraite complémentaire Agir Carco est alimentée par en fait une cotisation qui est prélevée sur Sur la la paye. base, Sur la paye. non, sur la base du salaire journalier de référence qui Oui. sert au calcul de l'indemnisation à Pôle emploi. Et donc, en gros, c'est 43% plus élevé que ce qu'on perçoit à Pôle emploi. Et donc, du coup, en fait, certes, on n'alimente plus la retraite de base, mais bon, les 25 meilleures années, elles sont acquises. Par contre, on continue d'alimenter la GIR Carco, la retraite complémentaire. Donc, on a tout intérêt à prendre que des dividendes. Et puis, au bout de 3 ans ou 4 ans au maximum, en retraite, après, on clôture la société, on récupère les dividendes. À 60 ans, donc. Pas à 60, mais à 63. Voilà. Mais par contre, je ne conseille pas le même calcul à 45 ans ou à 50 Ah ans. ben, on est bien d'accord. Voilà. Et tout le débat est là. C'est que, en fait, notre ami Olivier, ici présent, l'a fait parce que quel est ton âge, pas canonique, mais ton âge de référence, Olivier? Mon âge de référence, je partirai à la retraite à 63 ans. Et tu as? J'ai un peu moins. À 2 ans Non, j'ai près. 60 je vais avoir Bon, tu les fais pas, tu les fais pas, Olivier. Non, j'ai fait 61. Donc Voilà. 61. Et donc, oui, donc effectivement, je fais partie des cas où c'était peut-être le bon timing Ouais, pour dire je vais essayer d'optimiser au clairement. maximum les cotisations et le retour sur investissement des cotisations. On va dire ça comme ça. Clairement. Et alors, après, nous, on a eu des cas relativement fun, hein. Ça nous est arrivé, je me souviens d'avoir un manager de transition à 1450 par jour et qui était déjà à la retraite. Alors là, on était encore le cas largement supérieur, hein, puisque lui, il cotisait vraiment là pour rien à la retraite et pour rien à Pôle emploi et pour, enfin, vraiment, ça ne servait plus à rien de cotiser. Et il vient chez nous et il nous dit clairement, je vais créer ma boîte dans 2 mois, quoi. Et on lui dit, tout à fait logique, on fait le pont entre les 2 mois. Et il est resté avec nous 18 mois pendant toute sa mission parce que c'était très simple. Donc la partie temps et la partie protection, je pense que ça devait lui satisfaire. Mais je pense qu'il a clairement surcotisé, là, beaucoup plus. Donc, si j'ai bien compris, l'âge est un facteur pour créer une SASU ou passer en Ouais, portage. complètement. Complètement. Alors, à partir de quel âge? Il y a l'âge et la phobie administrative, mais oui, on peut. Oui, Ça, et puis il y a l'appréciation individuelle, hein. C'est un peu comme quand on investit. Est-ce qu'on investit de façon risquée ou est-ce qu'on investit comme un bon père de famille? C'est le même type d'appréciation, c'est-à-dire quelle est mon appétence au risque de chômage ou au risque de décès, comme le disait Fabien, avec les cotisations sur la prévoyance et l'appétence, on va dire, voilà, moi, effectivement, tout à l'heure, tu as parlé des risques. Il y a un truc peut-être que tu as oublié de parler, et Fabien, c'est parce qu'on l'a vécu ensemble avec le CSE, l'activité partielle pendant la Ah pandémie oui. a bénéficié aux salariés portés open work, enfin à Ouais. certains, dont la mission a été suspendue, alors qu'en SASU, je ne sais pas si beaucoup ont réussi à se faire payer quand leur Non, il n'y mission avait a rien. été stoppée. Je pense qu'ils n'ont pas bénéficié du maintien partiel d'activité, enfin des allocations chômage pendant la pandémie. Donc ça, C'est vrai. typiquement, ça a été un énorme avantage pour ceux qui en ont bénéficié chez Openwork. Ouais, complètement. Ça a été très, très fort. Ouais. Je me souviens qu'il y avait des taux de substitution de quasiment 60% de l'activité. C'était plutôt pas mal. Oui. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Oui, oui, oui. J'allais passer sur la partie gestion de trésorerie, mais allez-y. Salut Fabien, c'est Emmanuel Tisser. Ah, salut Emmanuel. Donc, j'ai été un membre de la secte Openwork, donc je ne vais pas en rajouter à ce que Olivier a expliqué, et ça a duré un peu plus de 4 ans.
une mission qui devait durer 6 mois, elle aura duré 4 ans et 6 mois. Donc, phobie administrative, un certain nombre de points qui ont été abordés ici par Fabien et d'autres. Il y a un point quand même que je voulais aborder, c'est le taux de restitution. C'est-à-dire ton slide précédent, le taux de restitution, le différentiel qui est entre SASU et portage salarial. Est-ce que ces taux de restitution que tu indiques intègrent, le coût du portage, c'est-à-dire 7% plafonné à un montant tel que vous le pratiquez chez Openwork, ou le taux de restitution dans la SASU en intégrant ce que peut être les coûts additionnels de gestion de la SASU, notamment l'utilisation d'un comptable externe. Alors, les taux de restitution là incluent les frais de portage, alors que les 55 à 58% sont clairement le coût du bulletin de paye. Donc, si on voulait être vraiment exact, il faudrait déduire peut-être les 150 € de frais comptables en plus. Donc, ça doit peut-être bouger de 0,5%. D'accord. Voilà. 150 € Encore Ouais, une pour fois, un comptable sympathique. Ouais, 220 le mien. Ouais, il faut trouver un comptable gentil, quoi. Merci, Fabien. Merci pour la question. C'est vrai qu'elle est juste. C'est vrai que le taux de restitution que nous on donne, elle inclut les frais de portage. Ouais. Ensuite, la gestion des flux entrants et de la trésorerie en SASU. Alors là, pour le coup, on est clairement en SASU dépendant des paiements clients. On a le délai de paiement à gérer et on a les décalages nés des demandes des organismes de gestion, URSSAF, TVA. Alors, ça arrive de voir fleurir des posts LinkedIn qui disent oui, aujourd'hui, l'État me prend 80% de mon activité. Oui, mais alors si la première année, tu n'as pas payé tes cotisations, c'est tout à fait logique finalement que ce ratio soit là. Donc, ça peut créer des trous de trésorerie parce qu'ils vont avoir tendance auprès des indépendants à demander ça en décalage, avoir les 3 mois, 6 mois, 1 an, la TVA, le temps que ça se déclenche et qu'on fasse son premier bilan comptable peut attendre. Mais la règle de base, c'est si vous facturez 20 000, payez-vous sur la base de 8 000, 9 000, laissez le reste en trésor, et je parle 20 000 hors taxe. Laissez le reste en trésor, ça ne peut pas faire de mal. Donc, ne prenez jamais plus de 50% ou 40% en net. Vraiment, faites cette petite règle de gestion. Alors, finalement, je trouve qu'il y a quand même un avantage à ça, c'est qu'on apprend à beaucoup mieux gérer. Parce que de l'autre côté, en portage salarial, spécialement quand on a nous-mêmes mis en place le système d'avance pour les comptes d'activité, l'avance partielle, l'avance totale, qui permet directement de bénéficier de l'argent lors de la facturation, ou de lisser, ou d'avoir effectivement de notre côté le règlement instantané des caisses qui ne permet pas de gestion optimale de trésorerie. Souvent, les constants nous demandent est-ce que je peux placer l'argent qu'il y a sur mon compte d'activité et tout ? Ben non, en fait, non, il moisit sur le compte courant parce qu'on ne va pas placer de l'argent qui doit être disponible en 48 heures. Donc, non, ça reste dans le compte et ça doit être disponible. Et alors, parfois, du coup, le petit défaut qu'on peut avoir avec, dans la gestion effectivement de la relation, c'est que le constant indépendant, même s'il est en portage salarial, est aussi partie prenante, en tout cas, du recouvrement. C'est-à-dire que si on a un souci de recouvrement avec un délai de paiement client qui s'allonge ou si un client refuse de payer pour une raison X ou Y, il faut au moins savoir faire intervenir le consultant parce qu'il peut largement débloquer que quand c'est que la société de portage qui réclame les sommes avec un constant qui est parti, ça, c'est parfois un peu plus complexe, même si on finit toujours par recouvrer l'argent. Le rapport d'activité est dans beaucoup. Mais donc, il y a quand même un avantage à gérer, c'est son apprentissage de la gestion. Mais par contre, en portage salarial, c'est mainstream, surtout si on a pris le service d'avance. Maintenant, n'hésitez jamais aussi à vous dire, moi, ça me fait toujours plaisir quand un consultant m'appelle et il me dit, tiens, je vois que mon client, même si j'ai l'avance à 10 jours de retard de paiement, est-ce que tu veux que je lui passe un petit mot ? Je dis, merci beaucoup. En général, le petit mot est passé. 2 jours après, on a le virement. Donc, ça simplifie beaucoup les choses. Voilà. Et enfin, les protections. Alors, j'ai fait un chapitre particulier sur les protections parce que les protections, après avoir parlé à plus de 5000 freelances et en avoir eu plus de 3000 qui sont allés chez nous depuis 12 ans, et en particulier avec la communauté travaillant dans l'IT, les projets et le management de transition, on a noté, et ça c'est très commun à nous tous, que c'était très dur de trouver une mission qui satisfasse toutes les cases suivantes. Un service, un produit sympa ou une entreprise sympa, une équipe motivée avec qui on a envie de travailler et un TJM qui nous convient car on doit aussi payer les factures. Mais donc,
Quand on a trouvé cela, on a trouvé une corrélation assez unique où on va dire qu'il y a l'envie et l'excitation de démarrer la mission en abscisse. On met la vigilance et la connaissance et l'attention sur les détails pour gérer son ordonnée, pour gérer son activité en ordonnée. On a remarqué qu'à part si les gens ont beaucoup d'attention sur l'un et sur l'autre, on rentrait dans une zone de danger, spécialement pour les gens restant dans j'ai peu de vigilance et de connaissance sur les détails pour gérer son activité. Par contre, j'ai beaucoup d'excitation pour démarrer la mission et la zone de danger arrive sur les protections. Et souvent, ce qu'on a noté en parlant aux gens qui ont des SASU, c'est une protection commerciale incomplète, une protection sociale qui est souvent non exhaustive et une faiblesse de gestion sur la partie protection administrative et financière. Voilà ce qui caractérise la zone de danger. Alors, les protections, bien sûr, le portage salarial. Alors, il y a une blague que je donne et qui parle beaucoup aux consultants étrangers. On a coutume de dire que la France est le seul pays communiste qui a réussi. Ça sera étayé 3 slides plus tard d'ailleurs, par Michael Moore et son documentaire. Mais globalement, en portage salarial, force est de constater que si on a le plus faible taux de restitution, c'est parce qu'en fait, on a mis les protections dans tous les sens. Donc, on parle des 3 protections, commerciale, sociale et administrative et financière, mais en fait, c'est saucissonné en 15 à 18 sous-protections. La protection commerciale, on ne s'en rend pas forcément compte, mais le portage salarial, ce n'est pas qu'une facture et une paye. Ne serait-ce que la contractualisation et le fait d'exposer à un consultant qu'il faut toujours prévoir la clause de sortie, qu'il faut toujours prévoir la clause de médiation, qu'il faut toujours prévoir qu'est-ce qui se passe quand ça se passerait mal, le fait effectivement d'accompagner sur la facturation et ne serait-ce que la formalisation du compte-rendu d'activité en signature électronique, de manière à faire signer le client le plus rapidement possible. Toutes les démarches de relance, avant même le recouvrement, c'est simplement la relance. La petite relance, les délais de paiement sont dépassés de 3 jours, c'est sûrement pas grave, le paiement va arriver. L'accompagnement, la médiation, l'assurance crédit, le fait de faire l'avance sur les factures, c'est une protection commerciale en fait totalement intégrée. Le fait de relancer, alors on voit certains constants qui nous disent « Oh là là, mais je peux facturer le 2 ou le 3. » Non, 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 si je t'embête le 26, c'est pour une très bonne raison. C'est pour être sûr que la facturation se fait à échéance et que cet délai de paiement, il ne va pas courir 15 jours de plus. Donc, en fait, c'est une vraie protection. Bon, parlons du salariat maintenant. La protection sociale du salariat est complète. Alors, l'assurance, parce qu'en fait, tout ça n'est qu'un débat d'assurance. Hein. On le sait quand on travaille aux États-Unis, mais c'est l'assurance maladie, c'est ça la Sécu. L'assurance vieillesse, c'est ça la retraite. L'assurance chômage, qu'est-ce qui se passe si on arrête sa mission? L'assurance décès invalidité, ça nous fait toujours mal au cœur. Mais l'indemnisation d'un de nos consultants qui a le cancer, c'est 80% de son brut. Comme ça, il peut se focaliser sur la résolution de sa maladie. 80% du brut garanti en cas de cancer, ce n'est pas neutre comme prévoyance. Et je me félicite de l'avoir choisi de ce point de vue-là avec le CSE et qu'on ait pris une prévoyance qui soit un petit peu plus coûteuse au niveau d'OpenWorks, que en général, on est peu de sociétés à avoir fait ce choix-là. Et quand on a le cas, parce que ça arrive, statistiquement, forcément, parmi tous nos consultants, il y en a qui ont le cancer. Et quand on a une indemnisation au bout du 31e jour à 80% du brut, on sait qu'on a fait le bon choix, même si ça demeure un cas très rare. Ne négligez jamais l'assurance décès invalidité. La mutuelle, bien sûr, et même le fait de pouvoir se faire financer sa formation gratuitement. Souvent, on a une formation, demande de formation. Si le fonds de financement de l'entreprise et où on sait solliciter le CPF sur une formation finançante, on fait financer intégralement la formation. Enfin, l'assurance protection administrative et financière, avec une RCP qui est bien sûr incluse dans les frais de portage, et l'assurance déplacement pro étranger. Alors, il faut savoir que quand un de nos consultants se déplace même 10 jours au Ghana, en fait, il est protégé contre l'enlèvement. Est-ce qu'on y aurait pensé, en se déplaçant avec sa SASU, qu'on aurait peut-être besoin d'une assurance en cas de kidnapping? On a quelques pays exceptionnels qu'on ne peut pas assurer, comme l'Afghanistan, l'Irak, le Venezuela, quelques usuels suspects de la planète. Mais globalement, et le Mexique, si vous partez au Mexique, on est obligé de prendre une extension, elle est très coûteuse à cause des cartels de drogue. Mais globalement, on ne le sait pas, mais on finance jusqu'à 125 000 euros d'un consultant anti-enlèvement. Une espèce de Hannibal de l'agence touriste qui est supposé nous délivrer.
Voilà, et les déclarations sociales et fiscales sont bien sûr faites tous les mois, puisqu'on déclare aux impôts dans la DSN, déclaration sociale nominative, le montant de l'impôt, le montant des déclarations sociales, le montant de Pôle emploi. Et enfin, bien sûr, on a un support de l'entreprise sur tous les cas particuliers qui, bien sûr, l'entreprise avance au fur et à mesure de la résolution des protections et donc ces processus s'incrémentent pour le bien de nos consultants. Lorsqu'on crée sa SASU, on gère sa protection commerciale, on gère sa protection sociale. Alors bien sûr, un cabinet d'expertise comptable aide peut-être à structurer un devis, mais ne va pas structurer et conseiller sur les clauses du contrat commercial, ne va pas participer au recouvrement, ne va pas relancer le client pour le paiement et ne va pas aller emmener jusqu'au tribunal de commerce si besoin. La protection sociale est évidemment à gérer également soi-même, donc on va avoir un prestataire de RCP, un prestataire de prévoyance, un prestataire de mutuelle, peut-être un prestataire de retraite complémentaire, peut-être un conseiller patrimonial, ce qui fait déjà 5 prestataires. On peut même prendre une assurance chômage avec sa SASU. Bon, la protection administrative et financière est clairement délégable à l'expert comptable, même si pensez à toutes les annexes comme l'assurance déplacement professionnel à l'étranger. Évidemment, des cas particuliers sur lesquels on est obligé de consacrer du temps si on veut que ça avance, parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Donc, alors, on sait très bien qu'en France, on n'a jamais été les meilleurs marketeurs du monde, mais notre ami Michael Moore, dans le documentaire Where to Invent Next, s'est amusé à compiler la différence et c'est part du système éducatif français. Prend l'exemple de la France pour son système nutritionnel, c'est assez drôle, et nous envoie dans la foulée la différence entre les avantages qu'on a en France et les avantages qu'on a aux États-Unis. Soi-disant, on a la liberté, mais en fait, la liberté de choix, c'est juste de l'argent à mettre de côté parce que on doit prendre une sécu, on doit prendre une assurance maladie, on doit prendre une assurance retraite, on doit mettre de côté. Et dans son documentaire, c'est très drôle parce qu'effectivement, lui, il met en avant la paye comme la paye modèle de l'année. Et de tous les pays réunis, on a la meilleure paye du monde. Alors nous, on se disait, avec 27 lignes, c'est beaucoup trop. Et lui, il regrette que sa paye américaine ne contienne que 4 lignes. Parce que si on avait le détail des lignes et qu'on se rendait compte qu'une des payes, c'était 60% pour le budget de défense américain, on serait peut-être moins enclin à payer ses cotisations sociales. Mais globalement, donc je vous ai mis la petite extrait YouTube sympa, vous pourrez aller le regarder. Mais lui, il dit que notre modèle de fiche de paye français, c'est un modèle parce qu'on sait exactement où va l'argent. Et c'est pour ça que chez OpenWork, on fournit le bulletin de paye simplifié et détaillé à chacune des payes. Voilà. Du coup, avez-vous des questions? C'est tout. C'est tout. Enfin, Merci Fabien. après, Merci. le but de ce webinaire, c'est de permettre un rendez-vous ensemble si vous voulez des questions très précises sur votre cas. Mais allez-y, posez des questions, je me fais un plaisir d'y répondre. Merci Fabien. On va en effet laisser les personnes poser leurs questions. J'en ai repéré une. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Moi, je suis arrivée un petit peu en retard, du coup, je n'ose pas trop poser mes questions comme ça ou revenir sur certains points. J'ai écouté pas mal. Moi, je suis à mon compte depuis 15 ans. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus jeune que les gens habituellement. J'ai un profil particulier parce que j'ai aidé mon papa aussi à se mettre à son compte quand il était près de la retraite. Du coup, la première SARL que j'ai ouverte, c'était en 2005 où j'étais gérante. Donc, j'ai des expériences assez longues sur les SARL, sur les SASU. J'ai fait du portage. Je travaille en RH et en Copenben. Du coup, la paye, c'est mon domaine. Du coup, j'ai beaucoup de choses à dire sur ça, mais c'est vrai que je suis arrivée en retard et je serais intéressée pour discuter avec vous peut-être off et pas embêter tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de points. Enfin, moi, je trouve que déjà, SASU ou SARL, bon, moi, je fais les deux, hein, c'est-à-dire que en fonction du chiffre d'affaires de l'année, il y a aussi, c'est que ça dépend ce qu'on facture. Ça dépend de son taux JM pour savoir si on va faire du portage ou si on va faire de la SASU. Parce que c'est vrai que quand on fait un gros chiffre d'affaires une année, des fois, on va se retrouver à payer de l'IS. Dans ces cas-là, il vaut mieux payer des cotisations. Et aussi, il y a pas mal de personnes qui utilisent la micro-entreprise jusqu'au plafond et qui basculent en portage le reste de l'année. Ouais, on a des cas comme ça. Ouais. Voilà, moi je trouve que le mix des deux, et après tout dépend si on a les ACDIC, parce qu'on a beau dire que l'ARE
ça va baisser nos cotisations, etc. Mais en attendant qu'on touche la RE, on facture plein pot notre client. Et ça, il faut faire attention parce que si on facture plein pot notre client, on finit par payer de l'IS. Et c'est le dernier truc à payer. Parce que l'IS, pour le coup, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien. Du coup, c'est un espèce d'équilibre à avoir. C'est-à-dire que quand on a la RE, on peut aussi se verser du salaire et décaler ses droits pendant plusieurs années. C'est-à-dire que quand on a 2 ans d'ARE, on peut en bénéficier pendant 4 ou 5 ans si on sort du salaire. Donc, c'est une histoire d'équilibre, de niveau de facturation qu'on a à faire. Et puis, je pense que d'être à son compte, le bon côté, c'est aussi de ne pas se dire que le but est de facturer toute l'année. C'est-à-dire que c'est aussi bien de prendre du temps pour soi et de se dire, pendant 2 mois ou 3 mois, je me forme, je fais des choses pour moi et je redémarre une mission après. Et c'est aussi pendant ces 2 ou 3 mois que quelque part, on ne facture pas, du coup, on continue à se payer quand même et on a un espèce d'équilibre. Et après, le portage, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et le portage nous permet de reconstituer des droits. Parce qu'une fois qu'on a fini ces acédiques ou quoi que ce soit, on peut aussi faire du portage ou du CDD et reconstituer à partir du moment où on reconstitue 6 mois ou 1 an, qui fait une espèce de réserve pour les moments où on va pas travailler. Donc, je pense qu'il y a un espèce d'équilibre à avoir, mais le taux JM est quand même important parce que quelqu'un qui va faire un chiffre d'affaires de 35 ou 40 000 et celui qui va faire 150 000, pour moi, on ne fait pas les mêmes choix. Oui, alors tout à fait. Moi, j'ai un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit là. C'est vrai que on a bien compris, en fonction de la situation individuelle, de l'âge du capitaine et de différents facteurs, différents paramètres, la solution, elle peut être mixte, hybride, elle peut être alternante aussi. Un coup, je suis en portage, Ouais. un coup, je suis en… Mais à titre personnel, moi, il y a 10 ans, quand je me suis lancé dans l'indépendant, d'abord, j'ignorais la durée, combien de temps ça allait durer. Je ne me suis pas dit, à partir de maintenant, mes 50 ans jusqu'à ma retraite, je vais être indépendant. Je m'étais dit, who knows? Never say never again, comme disait James Bond. Je ne savais pas si un jour, je n'allais pas retourner en CDI. Et donc, le portage salarial, malgré tout, il faut quand même le reconnaître, c'est ultra simple. Et on sait qu'on peut en revenir, on peut revenir dessus, on peut le suspendre, on peut le reprendre. Une SASU, ça m'a l'air un petit peu plus compliqué de dire… Tout dépend du comptable. Il faut Et on est choisir d'accord. un bon comptable. Et Oui. aujourd'hui, il commence à avoir des solutions. Avant, c'était vraiment le cas, c'est-à-dire que c'était compliqué. C'est tout ce que vous avez dit, la création, les PV d'assemblée, les dépôts au greffe. Quand vous le faites vous-même, c'est super compliqué. Mais aujourd'hui, arrivent des startups qui utilisent des outils et qui vous font tous les PV, etc. Et là, ça change la donne. Voilà, C'est donc vraiment pas du tout pareil. c'est le moment, si tu m'autorises, Fabien et François, de faire un peu la pub, même si ils n'étaient pas là. Moi, j'ai utilisé un service comptable d'une plateforme, ça s'appelle Number, j'ai mis le lien dans la discussion. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt optimisé en termes de tarification. C'est un mixte entre une plateforme informatique et des cabinets comptables avec des agences dans les grandes villes de France, il y a Paris, à Lyon, à Marseille. Et j'ai trouvé que c'était bien. Alors, je salue Sandrine, qui est aussi dans l'assistance, qui m'avait donné le bon tuyau. Sandrine, avec qui on fait des RH de transition. Voilà, Number, pour ceux qui n'auraient pas de comptable et pour ceux qui auraient envie d'aller creuser la piste SASU, c'est plutôt pas mal. Et puis moi, je voulais juste dire aussi, c'est qu'on ne peut pas se dire on est soit à son compte, soit salarié. On peut tout faire. Moi, et des fois, quand je continue à me déclarer au Pôle emploi, même quand j'ai plus de droits, je peux déclarer sur un mois un bulletin en SASU. En même temps, je suis en portage, du coup, je mets un deuxième bulletin en tant que salarié et rien ne m'empêcherait de facturer aussi sur une micro-entreprise. Tout ça, ils savent gérer au niveau du Pôle emploi. Vous pouvez avoir 3 ou 4 types d'activités et de revenus. Et ce n'est pas forcément l'un contre l'autre, quoi. On peut très bien avoir les avantages de tous, mais ça veut dire qu'on ne peut pas, dans ces cas-là, s'occuper de cet administratif en facturant plein pot. C'est-à-dire que si on travaille tous les jours en mission, on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que déjà, il faut se garder du temps pour de l'administratif, etc. Et puis le portage, c'est génial pour se reconstituer des droits, ça c'est clair. C'est génial pour avoir du PE et du PERCO, que c'est plus compliqué à faire sur sa SASU parce qu'il faut avoir un salarié. Du coup, moi je trouve qu'il y a du bien dans toutes les solutions,
Mais il faut savoir aussi, si on n'aime pas du tout les papiers, bah, c'est vrai que dans ces cas-là, évitez aussi, et si vous êtes souvent à l'étranger, évitez d'avoir une SASU parce que ça veut dire que les impôts, il va vous envoyer quelque chose dans une boîte aux lettres parce qu'il y a une relance ou il y a eu un problème et que si vous passez pas chez vous avant 1 mois et demi ou 2 mois, et ben dans ces cas-là, c'est compliqué. Donc la gestion du courrier, ça c'est important aussi parce que si vous êtes souvent en déplacement, là, le portage, vous n'avez pas de problème de courrier, vous risquez pas d'être redevable de quoi que ce soit. Il y a un Si autre je peux me élément assez permettre. fun là-dedans, c'est parfois on est consultant indépendant, mais par exemple on va bosser au Canada et on s'en rend pas compte, mais au Canada on a une fiscalité, une société particulière et on s'est déclaré parce qu'on a dû obtenir son permis de travail pour pouvoir travailler. Si on a mal fait ses déclarations, qu'on a par exemple oublié de payer son impôt parce qu'on est resté 9 Ouais. mois, 10 mois de mission au Canada, quand on veut y revenir à titre personnel 3 ans après, l'État canadien nous accueille avec grand plaisir et nous présente la facture. Ah non, c'est clair. Il y a des risques qu'on a à titre propre quand on Bon, s'engage vous voulez à voir son votre compte qu'on ne va enfant? Ben, pas avec avoir en plaisir, portage. hein. Ça fera 17 000 euros. Est-ce que Il je y a des peux… questions, je Est-ce que, vois, qui sont est-ce posées que sur la protection sociale, la prévoyance, la mutuelle. Oui, C'est un peu comme tout à l'heure, c'est l'appétence au risque. Si on dit, moi, je suis en bonne santé, j'ai pas besoin de mutuelle, c'est quand même, c'est pas une bonne idée, ça, on le sait, hein. Personne n'est à l'abri d'avoir un pépin physique. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut une mutuelle. Et la prévoyance, c'est pour aider son conjoint si jamais on a un grave problème, on va dire, de très longue durée, voire définitif. Et c'est quand même pas mal d'avoir un système de capitaux d'essai, etc. Avec Tanguy, qui est dans l'assistance aussi, nous aussi, on est compagne Ben. Et c'est pas nous qui allons dire le contraire. Il faut mieux se protéger. Et le mieux on est protégé en retraite, en santé et en prévoyance, le mieux c'est quand même. Mmh. Même si Et c'est Bilal, juste tu le avais une système question? d'assurance, Oui, c'est j'avais une effectivement. question. on va laisser, Vas-y, vas-y, on va remercier Marie Régnier de son intervention et on va en effet donner la parole à d'autres personnes. Allez-y. J'avais une question. En fait, ce n'était pas une question, c'était une intervention. C'est que tout le monde n'est pas compagnon Ben, tout le monde n'est pas un spécialiste des RH, tout le monde n'a pas envie de se taper ce que je viens d'entendre qui m'a fait, moi qui me fait dresser les cheveux sur la tête. Quand on bosse 12 heures par jour et qu'on est en mission, je ne vois pas comment on fait tout ce que vous faites. Moi, Fabien connaît bien mon parcours et ma vie. Donc, quand je suis à Chengdu, Wuhan ou je ne sais pas où, et quand je rentre le week-end, quand je rentre le week-end d'ailleurs, et que je suis à genoux, tout ça, tout ce que vous décrivez est impossible. Impossible. Donc, ce qui est possible, c'est justement parce que c'est le point principal. C'est le point principal, et moi j'insiste là-dessus. Alors, je l'ai bien vécu avec Open Work, mais j'insiste là-dessus, à mon avis, entre portage salarial et SASU ou tout autre type de choses, de modèles, SARL, whatever, c'est la simplicité. La simplicité. C'est la clé de tout. Le reste, ce sont des comptes d'apothicaire. Quand on a le temps de faire ses comptes d'apothicaire, quand on a le temps d'y passer ses week-ends ou ses après-midi si on n'a pas un full-time complet, etc. Voilà, moi, c'est mon point de vue en tout cas. Mais ça dépend du type aussi de mission, de contrat dans lequel on est, et ce pourquoi on utilise une SASU ou un portage. Les types de jobs dans lesquels moi j'étais, je ne me pouvais même pas imaginer de passer du temps là-dessus. Ce n'est pas Moi, envisageable. je vous rejoins, Emmanuel. Effectivement, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie. Donc, soit on l'a fait en début de mission ou en début de mise en route de l'activité indépendante, et auquel cas avec un comptable, et il y a un peu d'énergie, un peu de temps qui est dépensé. Soit effectivement, on se dit, c'est ce que j'ai fait moi pendant 10 ans, donc je ne vais pas contredire, hein. Pendant 10 ans, je me suis dit, je ne m'emmerde pas, je ne m'embête pas. Je suis avec Open Work en particulier. Je sais que j'ai une bonne couverture sociale. Je sais que c'est bien géré et que c'est facile à gérer. Et donc, j'ai été heureux pendant 10 ans. Puis il arrive un moment où on se dit, tiens, je vais peut-être quand même regarder s'il n'y a pas moyen d'optimiser. Mais c'est tout, hein. Mais après, effectivement, c'est de l'ingénierie. C'est là où Emmanuel a raison, effectivement, on n'a pas le temps, donc il faut déléguer. À qui on délègue? Est-ce qu'on délègue un expert comptable via une SASU ou est-ce qu'on délègue via le portage salarial? La réponse, on l'a eu dans cette réunion-là, dans ce webinaire, mais il faut déléguer, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ces choses administratives, c'est trop compliqué. On bosse toute la journée, on délègue à quelqu'un. Ça a un coût d'un côté comme de l'autre. Oui.
Merci Patrick. On délègue à des Bon, alors, on délègue à des pros. C'est pas notre métier, on délègue à des professionnels. C'est pas notre métier. moi, j'avais une autre question qui était Toi, sur tu es là pour répondre aux questions, pas pour les poser. non, mais dans les commentaires, justement. Moi, Allez, merci allez, beaucoup, Patrick et Emmanuel, pour cette partie-là effectivement de focus. Mais pourrions-nous parler protection sociale et mutuelle, et Éric Jean, est-ce que tu pensais tout de suite ou est-ce que tu avais des questions précises ou, Oui, merci. Mais en fait, je m'aperçois que souscrire une mutuelle à titre individuel, notamment par le biais d'une SASU, c'est pas forcément la meilleure des solutions parce qu'il n'y a pas de mutualisation possible. On est quasiment sur des contrats individuels. Quand on passe par le portage, j'ai pas trop d'expérience, mais j'ai pas mal de mes managers qui me disent qu'ils sont relativement bien couverts. Ce que j'ai appris surtout, c'est qu'il y avait des grandes compagnies d'assurance, type Malakoff, c'est un exemple, hein, qui ont passé des partenariats avec le Syntec ou avec d'autres organisations qui permettent d'avoir des effets de mutualisation, comme si on était dans une logique d'entreprise. Et donc, on bénéficie de tarifs de mutuelle qui sont très confortables. Maintenant, faut trouver l'info. Alors, moi, je peux vous donner le taux qu'on paye parce que Olivier, faisant partie du CSE, il a vu et compris les comptes de résultats. Je peux vous donner le prix de la mutuelle OpenWork, c'est 83 €. On a refusé, de la même manière que la prévoyance, on l'a prise haut de gamme. On a refusé le low cost pour la mutuelle. Donc, on a pris GREP sur le forfait premium. On a refusé le base et ce qu'ils appelaient encore le package en dessous. Donc, on passe par GREP pour AXA, c'est 83 €. C'est à peu près 130 pour deux et c'est à peu près 170, 180 pour toute la famille. Il n'y a que ces trois forfaits. Et les taux de remboursement sont de plus de 85%. Je ne pense pas que vous aurez ce prix en SASU, même si on a un taux de couverture, je crois, de 86% des remboursements. Le package Excellence, il était à 97 ou 98. Bon, il vaut quand même 50 € en plus par mois. Mais en tant qu'indépendant, vous ne pouvez pas obtenir des prix comme ça parce qu'en plus, on est sur une mutuelle PEPS, c'est-à-dire que non content d'avoir la mutuelle de la société avec déjà 700 freelances, on a en plus la mutuelle de tous les Alors, je le cite juste pour information parce qu'il y a des campagnes d'affichage importantes dans le métro et dans le RER. Valérie Pécresse, en tant que présidente de la région Île-de-France, a lancé une mutuelle au nom de l'Île-de-France avec des tarifs donc négociés au niveau de la masse des bénéficiaires d'Île-de-France. Mais donc, ça s'adresse uniquement à l'Île-de-France, aux habitants, et ça concerne donc notamment les étudiants, les demandeurs d'emploi et les travailleurs indépendants. Donc, là-dedans, peuvent se rentrer. Donc, à creuser, peut-être, j'ai pas fait de benchmark sur les taux, le rapport qualité-prix du truc, mais bon, c'est pour info, je le cite parce qu'il y a des campagnes de pub un peu partout en ce moment. Merci. Olivier, est-ce qu'on a encore le temps de prendre quelques questions? Allez-y, pour ceux qui voudraient intervenir. Non, tout est clair. Je peux me permettre? Oui. Oui, beaucoup de managers se posent la question de l'interstaffing, qui peut être plus ou moins long, etc. Donc, en général, il y a la réactivation des indemnités Pôle emploi qui peut intervenir, mais il y en a certains qui sont dans des situations où ils n'en ont plus. Ils n'ont plus ces droits-là. Quelle est votre recommandation, à part le fait de trouver une mission rapidement par le biais du cercle ou par le biais d'un cabinet comme le mien? Quelle est votre recommandation en termes de lissage des cotisations, en termes peut-être de modération des versements de dividendes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez recommander? Oui, un ratio. On facture 20 000, on a sa SASU, donc le portage salarial garantit Pôle emploi, mais effectivement, rien n'empêche en portage salarial déjà d'avoir une gestion entrepreneuriale. Le ratio qui est donné par tous les experts comptables, et on facture 20 000, on en utilise 8 000 pour sa paye. On facture 20 000, on utilise 8 000 pour sa paye. On facture 20 000, on utilise 8 000 pour sa paye. À la fin de l'année, alors il y avait la notion effectivement d'impôt sur les sociétés, qui effectivement est à payer si on a un résultat trop fort et qu'on n'a pas assez dépensé en salaire. Dans ce cas, on peut se faire une prime de salaire à la fin.
et où on peut se payer l'impôt sur les sociétés et se verser le reste en dividende. Bon, je vous ai parlé calcul, mais sur cet aspect-là, c'est un peu Lavoisier. Il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se l'État recevra ce qu'il doit recevoir et pourra l'investir ou pas dans sa population. Mais globalement, vous prenez 20 000, ne prenez pas plus de 8 à 10 000 en paye. Et ça vous donne, si vous êtes en SASU sans droit Pôle emploi, à l'issue d'une mission de 12 mois, ça vous donne à peu près 2-3 mois pour retrouver la nouvelle. D'accord. Donc, en voilà fait, le on fait un lissage. peu de trésorerie sur la SASU et pour les temps durs. Ouais. Il y a un autre aspect, Éric Jean, qui peut répondre à cette question, c'est le burn mensuel. Parce que, alors, il y a toutes ces mouvances-là, comment on les appelle, les minimalistes. Bon, alors, sans rentrer dans le minimalisme, il y a aussi ce qui n'a pas à sortir chaque mois, c'est toujours avantageux. Donc, quand on est indépendant, un conseil, c'est aussi de faire attention au train de vie. C'est de clairement éviter de dépasser en dépenses récurrentes, si possible, entre 5 et 6 000 euros net par mois, parce qu'au-delà, ça impose une certaine forme de facturation. Et c'est les recommandations chiffrées. Je ne dis pas que tout le monde peut l'appliquer autour de cette table. Je ne dis pas qu'on n'a pas 3 enfants où on finance les études aux États-Unis. Finalement, ils pourraient faire un prêt aussi. Hein. Comme nous, on a dû faire. Mais le prêt, justement, le prêt est compliqué quand on a une SASU. Aujourd'hui, les banques ne soutiennent pas dans les prêts parce qu'effectivement, en SASU, elles ne sont pas présentes. Alors que quand on présente des fiches de paye de portage, on est soutenu. Moi, je suis en SASU, hein, donc je connais le dossier. Donc, du coup, effectivement, c'est un facteur à voir aussi, à analyser des banques. Est-ce qu'elles vous soutiennent, elles vous accompagnent ou pas? Voilà. Quand vous avez une SASU, les banques ne vous suivent pas. Par En contre, portage salarial, elles suivent. en portage salarial, elles suivent parce qu'on présente une fiche de paye. Voilà. Ah non, alors ça l'est. Un facteur ultra important, hein. Changer de voiture, acheter une maison, un appartement, tout ce qu'on veut. À partir Oui, du moment même le leasing, la SASU, c'est Patrick, même le leasing d'une voiture. Hein. Je sais, j'ai dû me battre, voilà, mais je l'ai eu. Bah oui, effectivement, le portage salarial permet d'accéder au crédit immobilier parce que en fait, ce que veut panacher comme risque, c'est surtout l'assurance chômage. En fait, ce que ne veut pas une banque, c'est quelqu'un qui tombe d'un coup à zéro. Or, le Pôle emploi est quand même un sacré amortisseur avec ça. Et clairement, le portage salarial permet d'accéder au crédit bancaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait du portage salarial. Ou même en location. Emmanuel, tu as dit quelque chose? Je confirme, et avec le soutien de OpenWork, là je vais faire un petit coup de pub, puisque c'est l'équipe OpenWork qui m'a fourni les documents qu'il fallait, etc., que j'ai présenté à ma banque, et j'ai fait et ça m'a permis d'avoir un emprunt plutôt important d'ailleurs. Et même pour les locations, hein, pour les personnes qui sont en location puis elles changent d'appartement, les propriétaires vont nous demander 3 fiches de paye. Avec la SASU, c'est plus compliqué qu'avec le portage. Moi, je suis en SASU, mais je préviens. Voilà. En fait, il vous faut 3 ans. C'est 3 ans de bilan comptable positif et ils vous prêteront. Bonsoir, j'ai juste une remarque, il y a une question. En fait, j'étais persuadé avant ce webinaire qu'en ayant la RE, la meilleure situation possible, c'était la SASU. Là, maintenant, avec tout ça, j'ai un doute. Et je comprends que, en fait, on n'est pas pressé en fait de monter sa SASU, puisqu'en fait, si on a une mission juste derrière, on peut déjà directement activer la RE, passer en mission de portage. Ouais. Ça décale les droits, c'est ce que je comprends. Et puis vous avez votre capital. Oui. Donc, il est créé, entre guillemets, chez Pôle emploi. Le Pôle emploi, c'est une assurance chômage. Donc, en gros, le sinistre est déclaré, si je peux parler assurantiellement. Oui, d'accord. Et il vous donne un package provisionné pour vous, je ne sais pas, 100 000, 80 000, whatever. Et ce package, en fait, vous est là. Après, vous pouvez prendre toutes les missions que vous voulez en portage. Vous êtes encore sur vos anciens droits. Et ce que vous cotisez en portage, en fait, ne fait que recharger vos droits et les prolonger. Mais en plus, il y a un calcul assez fun avec ça, Thierry. C'est que pour moi, j'avais coutume de dire, 1 mois de portage vous rapproche de 2 mois de la retraite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut devenir finalement intermittent du travail, un peu comme l'est Olivier depuis maintenant 10 ans, manager de transition. Bon, même si je pense qu'il a plus bossé que quand il était salarié, quoique, à voir. 1 mois de portage alors qu'on a les droits Pôle emploi rapproche de 2 mois de la retraite parce qu'on a d'abord son mois où on a travaillé, donc on a une paye, mais en plus de ça, on a prolongé d'autant ses droits Pôle emploi et en plus de ça, on a rechargé ses droits. Donc oui, le calcul en portage rapproche de la retraite. Puis après, comme Olivier, à 60 ans, 61 ans, hors taxe,
on ouvre sa SASU et pof, on migre doucement vers Xanadu. Fabien, écoutez, ça c'est merci valable. beaucoup. Fabien, ça c'est valable quand tu te déclares tous les mois chez Pôle emploi. Et bien sûr, par contre, quand on Attention, est chez il Pôle faut emploi, s'actualiser tous les mois. Sinon, quand on on dit- reprend une activité, les anciens droits, on reconstruit des droits. Et à un moment donné, les anciens droits, avec les nouvelles formules de calcul, De toute façon, quand vous avez l'ARE et que vous êtes à la SASU, vous vous déclarez tous les mois. Bien sûr. oui, bah, exactement. Oui, donc c'est pareil. Faut pas oublier. Pareil. Faut pas oublier parce qu'on peut se faire radier sauvagement d'un coup. Ils attendent parfois que ça. Donc, avant le 10 du mois suivant ou le 14, je sais plus la deadline. Comme dit Catherine, c'est très juste. Ah, d'accord. En fait, il faut prendre de préférence, si vous n'avez pas d'enjeu de crédit bancaire, prenez plutôt un CDD parce que vous prouvez vraiment le mode mission. Ils vont vous poser la question, êtes-vous à la recherche d'un emploi? Vous pouvez dire oui, j'attends un CDI temps plein du haut de mes 54 ans, mais Dieu sait que les employeurs ne sont pas forcément gages de confiance avec les seniors. Donc, ce mois-ci, j'ai presté. Ce mois-ci, j'ai réalisé. J'ai fait 151h67 à 8000 bruts. Et donc, ce mois-ci, j'ai travaillé. Donc, ils ne vous versent pas l'argent, ils vous le repoussent. Mais comme dit Catherine, effectivement, il faut se déclarer tous les mois, toujours à la recherche de ce fameux Graal CDI temps plein. Même en fin de droit, Merci même, beaucoup. même Merci en beaucoup fin de pour cette droit, remarque. voilà, même en fin de droit, moi je suis en fin de droit depuis 3 ans maintenant, mais je continue à me déclarer chez Pôle emploi pour ne pas être radié. Il faut vraiment se déclarer chez Pôle emploi, puis après on fait une mission de transition via du portage, on recharge. Bon, avec la réforme, c'est un peu plus compliqué, mais il faut rester inscrit chez Pôle emploi pour rester ouvert au niveau des droits. Mais pourquoi? Attendez, j'ai pas compris là. Si vous avez perdu vos droits, bah, vous êtes obligé de recharger entre les deux et vous êtes radié avant, non? Oui, mais pour la réforme aujourd'hui, elle est hyper compliquée. Il Ah. faut travailler 6 mois sur les 2 dernières années. Mm. Donc, du coup, si vous n'avez plus de droits sur les 2 dernières années, il faut trouver 6 mois de mission sur les 2 dernières années. Et ça, c'est hyper compliqué. Je n'ai pas trop compris. Mais c'est ça la problématique. Donc, si on fait 6 mois sur les 2 dernières années, on recherche les droits pour une durée de 6 mois. Voilà. Mais c'est ça la réforme. Donc, il faut continuer, même quand les droits sont échus, pour à dire on recherche un boulot. Et dès qu'on a une mission, là, effectivement, on a intérêt à passer par le portage et arrêter la SASU. Dans le sondage du début, je ne me souviens plus, François, combien de personnes avaient fait les deux, la SASU, le portage. Il est là, la gymnastique, elle est là. Il faut faire les deux. La SASU toute seule, à un moment donné, quand vous n'avez pas de revenus ou en intermission, on a 0. On a des charges. Et les charges, elles tombent. Elles tombent les unes derrière les autres. Et à un moment donné, vous arrivez très vite à 0. Très vite. Voilà. Et une fois à 0, vous avez les banques sur le dos. D'accord? Et avec le portage, effectivement, vous rechargez. C'était quoi le chiffre, François? Je me souviens plus. 5%, 5%. Ouais. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi faire une SASU? En fait, la question après, c'est quoi ça, enfin, avec tout ce qui a été dit là aujourd'hui, moi, j'arrive plus à comprendre pourquoi on fait une SASU. La SASU, moi, j'ai un gros avantage, ce sont mes frais. Moi, on a parlé tout à l'heure le leasing de la voiture. Bah, je le passe sur la SASU. Donc, du coup, quand je verse, on va dire, 500 € de mensualité pour une voiture, ben, au bout du compte, ma voiture ne me coûte pas 500 €, elle me coûte 250 €. C'est la récupération de la TVA. C'est tout un gymnastique fiscal qui est hyper intéressant. Mais la SASU seule, c'est hyper compliqué. Le portage seul, c'est bien, mais on retourne sur un système. Je vais revenir sur le portage, hein, vous m'excusez pour le terme, bien que j'en fasse. On fait de l'intérim. C'est de l'intérimaire. Point. Ni plus, ni moins. On est intérimaire, on est salarié. D'ailleurs, le terme anglais est très bien fait. On fait de l'interim management. Donc, du coup, c'est de l'intérim. La SASU, on passe les frais dessus. Et c'est ça qui est intéressant. Quand vous gagnez 1 000 € par jour sur 20 jours en TJM, ça vous fait 20 000. Votre voiture va vous coûter 500 € dans le mois. Quand vous déduisez ça de votre chiffre d'affaires, donc 20 000 moins 500, il vous reste 19 500. Donc, votre voiture, et là-dessus, vous avez payé 50% des chiffres qu'on a vus avant. Donc, votre voiture va vous coûter que 250 €. Donc, il y a des gros avantages en passant les frais sur la SASU. Il y a la récupération de la TVA, ce n'est pas négligeable, c'est 20%. Donc, on récupère la TVA sur tous nos frais, sur tous nos déplacements. Avec le portage, je n'ai pas compris l'exercice encore de la récupération des frais. Mais c'est les frais kilométriques. C'est oui, mais qu'on peut passer sur la SASU aussi. Hein. On peut la passer sur la SASU, hein, en facturation client. Hein. C'est ce que je fais. Oui, mais du coup, le portage salarial, même d'ailleurs qu'on les refacture ou pas aux clients, on peut les passer en frais kilométriques si on fait vraiment les déplacements. Bon, maintenant, on ne met pas un GPS sur chaque consultant pour savoir s'il a bien été chez le client. Donc, on reste quand même sur une base déclarative. Mais bien sûr que on peut passer ses frais professionnels en portage salarial. Maintenant, nous, on est vigilants. Parce que tout frais qu'on admet, après l'URSSAF, il toque. Là, récemment, le petit gag, c'est qu'en 2023,
On a vu apparaître un nouvel article sur les frais repas qui concerne spécifiquement les ESN et l'intérim. Cet article n'existait pas avant en 2022. Et donc, il y a un constant qui nous appelle « Pourquoi je passe 12,90 € de cantine, tu me plafonnes à 9,80 € ou je ne sais plus quoi ?» On lui dit l'URSSAF a publié l'article, on fait de la veille, on n'a plus le choix. Ils l'ont fait exprès d'ailleurs, parce que comme il n'y avait tellement pas d'encadrement sur les ESN et les intérims, ils ont dit « Ok, c'est pas clair ». Ils ont dû redresser, à mon avis, une tonne d'ESN et d'intérim et de portage salarial aussi sûrement. Et là, ils ont dit « Eh ben, on encadre ». Et c'est là où la SASU, effectivement, pour répondre à la question, on passe, si le client le veut bien, ce n'est pas toujours le cas, on passe l'intégralité des frais de repas avec une TVA. Le client récupère sa TVA et nous, on récupère la TVA. Voilà. Alors, juste un élément, il y a une loi intéressante en Angleterre et je vais vous la donner, c'est la loi IR35. Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette loi? Personne? Sûr que non. La loi IR35, donc faut imaginer que les Anglais, c'est les champions de l'évasion fiscale. Mais vraiment, ils ont les îles Vierges britanniques, ils ont Jersey, ils ont… donc en fait, nombre de consultants indépendants ont créé leur SASU local, leur limited company à Jersey ou à îles Vierges britanniques. Et bien sûr, ils facturaient en Angleterre. Ils facturaient leurs clients et évidemment, ils payaient un minimum de cotisation, voire pas du tout, voire ils passaient tout en frais. La loi IR35 en Angleterre a dit que c'est carrément le client qui peut imposer le fait que la personne passe en portage salarial. Leur équivalent de portage salarial, ce qui s'appelle l'Umbrella Company. Et donc, il faut imaginer que peut-être si la SASU peut être compliqué à gérer pour un gouvernement. Ils ont plus de 2 millions de personnes à auditer. Ils ne vont pas envoyer un contrôleur du fisc chez chacun. Et fort est à parier que le big data des sociétés, de l'administration fiscale soit fait sur des seuils. Donc, qu'est-ce qu'ils font peut-être un jour? C'est de dire, vous passez par le portage de manière obligatoire, comme ça, en plus, ça maintient le système ça maintient le système pour tout le monde de la même manière. Donc, il faut aussi se dire qu'en Angleterre, ils ont même fait le pas avant nous. Le client peut obliger le consultant à passer en portage salarial local. Donc, ces lois sur les régulations de frais, elles sont aussi là pour une bonne raison, c'est qu'il faut payer les cotisations, sinon au bout d'un moment, il n'y aura plus d'électricité publique, quoi. Et donc, en fait, excusez-moi, là, quand on parlait tout à l'heure des deux possibilités, ça veut dire qu'on peut aussi passer de l'un à l'autre. Comme vous dites, 6 mois en partage salarial, 6 mois SASU. Moi, dans mon cas, en fait, c'est dans le cas d'une transition pro, je suis obligé de créer une SASU. Je suis obligé de créer une entreprise. Je ferai différemment. Rien n'empêche d'être en portage salarial, d'être salarié et d'avoir une SASU à part. Vous mettez une raison sociale, le conseil, une autre, le portage salarial. Et effectivement, rien, par exemple, vous empêche en portage salarial de vous verser des payes lycées assez récurrentes, 3 000, 4 000, 5 000, et de vous payer avec votre SASU tout en dividende. Rien ne vous empêche de faire et d'alterner les facturations avec vos clients. Exact. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais vous gardez vos droits continus, y compris chômage et retraite, sur un mainstream où vous avez 12 fiches de paye bien cadrées. Et après, vous versez le bonus. Alors, en SASU, mais vous pouvez très bien créer juste l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, à la base, on avait échangé avec Hervé Novelli dans une conférence en 2009. Ça a été créé en 2008 comme le système le plus simplifié et le plus désocialisé et défiscalisé par Hervé Novelli sur l'initiative de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Donc, son principe de base à l'auto-entreprise, c'était de dire on a son emploi classe son emploi, carré pour les cotisations sociales. Et en plus, si on veut cachetonner à droite et faire du complément de revenus, là, par contre, pas besoin de payer d'impôts et pas besoin de payer de taxes sociales et fiscales, quoi. Donc, auto-entreprise. Vous pouvez utiliser la SASU ou l'auto-entreprise pour, en fait, prendre le taux de restitution maximal et utiliser une partie sur, on va dire, votre activité globale qui garantit votre protection sociale. Oui, bien sûr, Jean-Alain, on peut étaler ce qu'on veut sur la société de portage. Il y a un minimum à respecter. Si vous facturez 20 jours, on ne peut pas vous verser une journée à 200 €. Mais oui, on peut étaler la société de portage. Par contre, il faut le faire de manière cohérente. C'est-à-dire fonction de votre activité. À titre d'exemple, en moyenne, quand j'ai fait mon activité en portage, avec 2 mois de facture, je me faisais 3 bulletins de paye, 3 mois de salaire, en moyenne.
Très bon ratio entrepreneurial. De toute façon, je Ok, pense messieurs. qu'Olivier a été le consultant modèle. Sinon, il n'aurait pas été élu. Est-ce qu'il y a d'autres Mais tous les remarques? conseils d'Olivier sont ultra justes en portage salarial. Ça répond à Éric Jean. Je facture 3 mois et je m'en verse que 2 en paye. Ouais. Donc, non, l'inverse. Je facture 2 mois et je m'en verse 3 en paye en moyenne. Donc, ça fait le fameux ratio 33%. La gestion des frais professionnels, la gestion des intermissions, ce qui évitait d'aller au chômage. Donc, on pouvait vivre sur ces droits pendant longtemps, sur les mêmes droits qu'on avait capitalisés au départ. Et non, vraiment, Olivier, ce n'est pas pour lancer des fleurs, mais c'est clairement la gestion idéale de l'entrepreneur salarié. Donc, demandez à Olivier ce qu'il a fait pour optimiser PE, Percol, tous ces éléments-là. Je ne sais pas si tu as appelé Bank at Work aussi, qu'on offre comme service pour l'optimisation patrimoniale. Alors oui, j'ai un commentaire qui m'est venu sur le prompteur. On ne peut pas, sur une même mission, alterner facturation et salaire. Pour une même mission, il faut choisir son camp. Ah, si, je l'ai fait. Si. C'est compliqué vis-à-vis du client, en fait. Parce qu'il va pas Non, si comprendre tu passes par un EMT, c'est pas mal. Voilà. C'est faisable, il faut qu'il le fasse. Par contre, par rapport au Pôle emploi, je veux bien partager. C'est bien de ne pas avoir de trous et donc de bien lisser, parce que les nouvelles formules de calcul du taux jour, les mois sans revenus, donc avec revenus à zéro, ils ne sont plus remontés comme avant, ils ne sont pas exclus de la formule, ils sont pris dans la moyenne. Donc, Oui. il vaut mieux avoir quelque chose de stable et pas avoir de trous. Ils calculent comme j'ai dit avant, ils calculent sur 2 dernières années. Donc, du coup, ils prennent les 2 dernières années de revenus. Pour certains d'entre nous, c'est 3 dernières années, faut le savoir. Donc, ouais, pour certains à partir de 57, je crois. Oui. Je ne les ai pas. Donc, du coup, 2 dernières années. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les mois non travaillés sont calculés à 0. Oui, c'est ce que je viens de dire. Si vous faites 24 mois, ils vont prendre 24 mois. Si vous faites que 6 mois de mission, vous avez 6 mois de revenus. Et les 12 autres mois qui manquent, les 18 autres mois qui manquent, sont calculés à 0. Ils vont calculer votre taux journalier par rapport à ces 18 mois à 0 et vos 6 mois de mission. Donc, votre ARE va être très, 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 très basse. Elle va tourner à 40 € par jour maximum. Mais pas que, Patrick, on s'est même aperçu d'un autre biais récent là, dans le calcul. C'est l'impact du temps partiel, même sur un mois. Donc, par exemple, vous facturez, je ne sais pas moi, 20 000 € un mois. Et vous avez 2 choix. Soit vous dites, je suis à 1200 par jour, donc je déclare que 17 jours. 17 x 7, ça fait 119 heures. Ou je choisis de dire, voilà, j'ai fait par exemple 17 jours de prestation dans mon mois. J'ai fait 2 jours de prospection commerciale et 2 jours de congés payés. Ça fait les 21 jours, donc ça fait 151,67 h. La même indemnisation sur le même chiffre d'affaires sera largement amputée dans le cadre déclaratif temps partiel d'heures. Oui. Ouais. Parce que, donc, en gros, il faut toujours déclarer 151. Prenez des payes temps plein avec un taux horaire plus faible et suivez le conseil de Catherine là-dessus. Et après, il y a juste un dernier point. Pour ceux qui ne veulent pas avoir la dégressivité, moi, je connais des gens qui se font une paye de 4 450. Ah ben, c'est précis. Juste les nouvelles lois. C'est maximum que ça. Si vous avez vu au niveau de l'UNEDIC, en fait, ils prennent en compte le nombre de jours du contrat. Et en temps partiel, si on ne travaille pas certains jours, avant, ça ne faisait pas des heures, du coup, ça ne faisait pas des droits. Aujourd'hui, si vous faites un contrat de 6 mois, et même si vous vous payez que la moitié du temps, vous allez avoir un ARE qui va se faire sur la somme des salaires et sur le nombre de jours contractuel et pas nombre de jours travaillés. Et ça, c'est tout nouveau. Vous faites la simu, vous regardez, vous mettez une date de début, une date de fin, et ils ne prennent plus en compte les heures, ils prennent en compte les jours contractuels, même s'ils sont à 0. Du coup, ce qu'il faut, c'est que si vous avez 4 mois, il faut faire un CDD de 6 mois et lycée même être à temps partiel, et l'ARE va se calculer comme ça maintenant. Oui, non, mais même, on peut déclarer... et le montant que tu as donné est vrai, il ne faut pas aller au-dessus, ça ne sert à rien. C'est de la combien? Attends, 4 450 de quoi? De brut, de net? Brut, oui, en fait, c'est Catherine. En fait, aujourd'hui, il y a une dégressivité au bout de 6 mois pour les gens qui ont un salaire brut mensuel au-delà de 4 500, puisqu'en France, on est riche après. Donc, ça permet d'enlever un peu d'aide. Donc, moi, je connais des gens, ils se font des payes brutes mensuelles de 4 450. J'ai un petit amendement avec ça. Je vais vous dire 4 250.
parce que comme ça, on ne passe pas le seuil d'une cotisation qui s'appelle la maladie complémentaire, c'est-à-dire 2,5 fois le SMIC, et on s'épargne 6% de cotisation sociale. Quitte à optimiser, autant Ah partir bah dans oui. l'optimisation de la paye. Je vais Et baisser mon salaire. 4250, on n'a pas la cotisation maladie complémentaire de 6% et la cotisation allocation familiale supplémentaire de 1,8. Donc Pensez à mettre sur le PE Percol avec le voilà, reste. on met tout dans le PE Percol et c'est nickel. Et on met quelques frais. Ok les amis, on va devoir, c'est passionnant tout ça, hein, comme je le disais au début, mais on va devoir peut-être mettre un terme à notre réunion. Je vois qu'il est 20h05. On peut prendre une dernière question, une dernière remarque, si on ne prend pas un quart d'heure à la commenter ou à y répondre. Mais non, pas de… En tout cas, Fabien va transmettre son jeu de slide à chaque participant. Donc, vous pourrez aussi, quand vous le recevrez, eh bien, entrer en relation avec Fabien si vous avez des questions que vous n'avez pas posées ou des éléments qui vous sont propres et personnels que vous n'avez pas osé peut-être afficher ici. N'hésitez pas à lui demander conseil par retour. Je voudrais simplement, pour terminer, comment dire, vous mettre à l'écran ce petit sondage que j'ai fait passer dans le chat que vous avez certainement vu, mais cliquez sur le lien et donnez votre avis sur, eh bien, sur cette soirée, si elle vous a plu, si la diversité des questions et des réponses vous a convenu. Donc, n'hésitez pas à en faire part. Ça nous permet de nous améliorer. On va transmettre ça aussi à Olivier et à Fabien qui vont pouvoir apprécier les commentaires que vous leur ferez. Voilà, je ne vais pas plus loin dans le jeu de slide. Je vais arrêter là et… Je me demandais depuis tout à l'heure ce que c'était que le rôti. Ah, le rôti, vous l'avez vu dans un très bon anglais, c'est le Return on Time Invested, l'investissement sur le temps passé. Je ne suis pas certain que la traduction soit exactement celle-là en anglais. Le 44.3 est le petit frère du 49.3 au Sénat et le rôti, c'est le petit frère du Racine. Voilà, avant de laisser le mot de la fin à Olivier puis à Fabien, je voudrais vous remercier, messieurs, pour votre disponibilité, la précision des informations que vous avez données, la neutralité aussi dont a fait part Fabien et je lui en suis très reconnaissant. Et il travaille chez OpenWork, il n'a pas parlé que portage salarial, vous l'avez bien compris, mais il a bien mis en balance ce qui était favorable dans tel contexte et favorable pour le portage salarial et la SASU, vous l'avez compris, dans chacun des contextes que nous vivons, hein, bien entendu. Voilà, j'ai bien aimé le triptyque temps, taux de restitution et protection. C'est vrai que c'est essentiellement ces trois éléments-là qu'il faut prendre en compte. L'âge, la retraite, illustré par la prochaine retraite d'Olivier, on ne fait pas la même chose quand on est à 2 ans de la retraite ou quand on est à 10 ou 15 ans, c'est clair. Voilà, donc j'ai aussi appris beaucoup de choses et je pense que c'est le cas de la majorité de l'Assemblée présente ce soir, en nombre d'ailleurs. Hein, à mon avis, on verra les chiffres tout à l'heure sur Zoom, mais entre les mondes… Ce que nous dit Olivier, Comment ? Ce que nous dit Olivier, c'est une forme de courbe de Gauss. C'est-à-dire, on est jeune, on prend plein de risques. Vrai, ensuite, on ne prend plus de risques en portage salarial et on redevient presque retraité, on reprend plein de risques. Tu vois, c'est très amusant ça. Tout à fait. Finalement, l'âge de la retraite, c'est l'âge de reprendre des risques. Alors c'est pour ça que moi j'ai 55 ans, donc je suis entre les deux. Alors voilà, les deux, SASU et portage salarial. C'est ça un petit peu au milieu du guet là. Voilà. Allez, avant de laisser la parole à Olivier et Fabien, pour répondre à Sophie dans le chat, oui, on va vous mettre à disposition les slides, vous les recevrez. Très bien, écoute, allez, Olivier, un mot, et puis Fabien, 2, pour terminer, en vous remerciant encore. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de participer à des webinaires avec toi, François. Ton cercle, il est au top. Et Fabien, je suis fan depuis 10 ans, donc… si vous ne connaissez pas OpenWork, renseignez-vous de façon précise, ils sont au taquet. Absolument. Fabien, je t'en prie. Un grand merci. Donc Olivier, évidemment, plaisir partagé. Plaisir partagé d'avoir vu Emmanuel et Catherine et tous ceux que je connais qui sont intervenus. Mais Olivier, moi, je voulais aussi te remercier pour la participation au CSE parce que
on l'a créé, on l'a animé. Maintenant, ça va être le temps de la génération 2, puisque ça fait déjà 4 ans ou 3, enfin, j'en perds le compte, mais post-Covid, là, c'était en août. Et c'est un vrai également plaisir de découvrir la communauté du cercle que je ne connaissais pas. Donc vraiment un grand plaisir de vous connaître tous, soit de visage avec les petites photos ou les petites vidéos, soit à travers les échanges qu'on vient d'avoir. Et donc à disposition bien sûr de tout le monde. Mais un grand merci François pour cet accueil Je t'en prie. dans la communauté. Et je rajouterai que OpenWork est partenaire du cercle et les managers de transition qui sont encore en ligne là ou qui reverront le replay, eh bien, ont pu mesurer, tous ceux qui ont participé à cette réunion ont pu mesurer pourquoi le cercle essaie de sélectionner des partenaires de renom, bien sûr, mais de qualité surtout. Et tu l'as très bien illustré, je pense, ce soir, Fabien. Voilà, merci à tous, à très bientôt. Et puis, on vous met un post demain sur LinkedIn, n'hésitez pas à le commenter, etc. Vous serez visible des EMT, etc. Je ne fais pas tout le petit discours chaque fois, mais voilà, suivez l'actualité du cercle et à très vite. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Olivier encore et Fabien. Salut. Ciao, ciao.